Bonjour, Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre TVA Nouvelle. Le ministre de la Santé, Yves Bolduc, confirme la vocation de l'hôpital de Rimouski dans les chirurgies bariatriques. Même si ce genre d'intervention est pratiqué à Rimouski depuis 3 ans déjà, la reconnaissance ministérielle d'aujourd'hui confirme une progression rapide et à très court terme de cette spécialité. On en parle avec Jean Lepage. Jean, qu'est-ce que cette annonce vient changer dans les interventions qui sont déjà pratiquées à Rimouski? Daniel, vous l'avez dit, les chirurgies bariatriques sont quand même pratiquées au centre hospitalier régional de Rimouski depuis 3 ans. Alors jusqu'à maintenant, rien de nouveau. Par contre, la nouvelle désignation accordée par le ministre Bolduc signifie que la spécialité va être appelée à se développer très rapidement avec, bien sûr, des enveloppes budgétaires qui s'y rattachent. En fait, le nombre d'interventions pour soulager les personnes souffrant d'obésité morbide va passer de 30 à une centaine d'ici peu de temps. Et on va écouter le ministre Bolduc qui nous donne plus de précisions. Absolument. On leur désigne pour un territoire, qui est le territoire Rimouski-Neigette et également la Gaspésie, la possibilité de faire de la chirurgie bariatrique. Au cours des 2-3 dernières années, il faisait environ 35 chirurgies par année. Là, le volume devrait augmenter à 100. Et également, naturellement, il y a des fonds, de l'argent qui vient avec chacune des chirurgies qui est faite. Ça donne environ un montant approximatif de 6 000 par chirurgie. Fait qu'au fur et à mesure que le nombre de chirurgies va augmenter, le budget va augmenter en fonction du nombre. Et également, ce que ça permet surtout, c'est que plutôt que les patients aillent se faire opérer à Québec, ils vont pouvoir se faire opérer ici dans la région près de chez eux. Et puis, Jean, le seul chirurgien qui pratique ce genre de chirurgie-là auprès des personnes qui souffrent d'obésité morbide, j'imagine qu'il doit se réjouir de cette annonce. Oui, Daniel, on a rencontré le docteur Jérôme Chouinard, qui en fait est un pionnier dans cette spécialité, puisqu'il est le seul à pratiquer ce genre d'intervention. Alors, l'annonce d'aujourd'hui le réjouit au plus haut point, car il pourra compter dès cet été sur du renfort important. On l'écoute. Actuellement, je suis le seul chirurgien à l'hôpital qui pratique cette chirurgie-là, mais on a 2 jeunes chirurgiens qui s'en viennent à l'été 2012 qui prévoient aussi être impliqués dans cette chirurgie-là. Donc, on devrait être 3 à partir de l'automne environ qui vont commencer en fait. Actuellement, la seule que je pratique ici, c'est l'installation des anneaux gastriques, là, qui est une chirurgie où on installe un anneau en silicone et en plastique à l'entrée de l'estomac pour rétrécir l'ouverture à l'entrée de l'estomac pour permettre d'atteindre une perte d'appétit plus rapide après la prise d'un plus petit repas. Enfin, Daniel, le ministre Bolduc, lors de sa dernière visite, avait visité justement le bloc opératoire au centre hospitalier. Il a effectué une autre visite aujourd'hui et confirmé du même coup qu'il donnait le feu vert à la réalisation des plans menant à la réfection complète du bloc opératoire. C'est un très gros dossier puisqu'on prévoit qu'on devra réaménager sur une période de 3 ans. Alors, c'est à suivre, mais c'est important. Alors, bonne nouvelle pour la région. Merci beaucoup, Jean, pour ces précisions. Merci, à plus tard. La décision de Parc Canada de fermer le phare de Pointe-au-Père dès le mois de septembre a fait l'objet d'une intervention hier à la Chambre des communes. Le député néo-démocrate de Rimouski-Neigette, Témiscouata et Basques, Guy Caron, a demandé au gouvernement de revenir sur sa décision. La secrétaire parlementaire à l'Environnement n'a pas vraiment répondu à la question. Le ministre du Tourisme peut-il s'engager à réviser cette décision irréfléchie de Parc Canada? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, notre gouvernement demeure prêt à protéger notre patrimoine, surtout dans le cadre de Parc Canada. Nous avons du personnel pour nous assurer que les installations et les artefacts soient bien conservés. Nous avons pris des mesures dans le projet de loi de 2012. Nous allons continuer de protéger le patrimoine canadien et la gestion des parcs. Et puis la décision du gouvernement conservateur d'envoyer à Terre-Neuve le bateau de recherche qui était pourtant promis à l'Institut de recherche Maurice Lamontagne de Montjoly soulève encore une fois bien des questions, d'autant plus que le nouveau bateau a été conçu spécifiquement pour répondre aux besoins de l'IML. Les explications de Marlène Guimont. C'est ce bateau, le Vladikov, construit au chantier Méridien maritime à Matane, qui devait être affecté aux chercheurs de l'Institut Maurice Lamontagne de Montjoly en 2012. Le nouveau bateau devait remplacer le Calanus II, qui date de 1991 et qui ne répond plus aux besoins. Pêche et Océan Canada a toutefois changé sa décision. Le Vladikov ira plutôt au centre des pêches de l'Atlantique, à Terre-Neuve.
Et je rappelle que Terre-Neuve, à l'époque, en 2009, n'avait pas fait de demande spécifique en termes de nouveaux navires. Il faut dire que le Vladikov a été construit selon des spécificités précises à la suite de consultations afin de répondre aux longues missions des scientifiques de l'IML vers la Haute-Côte-Nord. Je parle entre autres d'un désalinisateur pour permettre de faire de l'eau douce avec l'eau de mer. On avait plus de capacité de stockage d'organismes vivants sur le pont. On avait également la possibilité d'avoir un laboratoire fermé qui permettait de faire justement de remplir le mandat de pêche océan. Est-ce qu'il pensait vraiment que cette décision ne ferait aucune vague? L'affaire a rebondi hier à la Chambre des communes, mais le ministre n'a fait que répéter la volonté de son gouvernement de renouveler la flotte de la garde côtière. Le Vladikov sera remplacé par un bateau plus petit, moins adapté aux missions québécoises. Marlène Guimont, TVA Nouvelles, Rimouski. Vous êtes témoin d'un événement, vous voulez nous faire part d'une nouvelle, faites-nous parvenir vos images à montepo@tva.ca. La réserve faunique de Rimouski célèbre cette année ses 50 ans. Le vaste territoire de 729 km² est devenu accessible à toute la population en 1962, à la suite de l'abolition des clubs privés par le gouvernement libéral de Jean Lesage. Les célébrations entourant cet anniversaire sont sous la présidence d'honneur de l'explorateur Bernard Voyer, qui est originaire de Rimouski. La réserve faunique de Rimouski est aujourd'hui un territoire recherché par les pêcheurs, chasseurs et amateurs de plein air. C'est la villégiature, les gens qui veulent observer la nature, se déplacer. En période estivale, c'est un très bel endroit à visiter. On a 25 chalets pour héberger les gens, répartis sur l'ensemble du territoire. Puis moi, j'ai le temps de dire, la réserve Rimouski est très bien développée en étoile. On a un point central qui est le lac Rimouski. Après ça, on peut aller dans le secteur Castor, secteur Kedgewick, secteur Perdrix. Puis tout est autour, facile d'accès. De la grande visite hier à Bécomo, une délégation française de Chamonix est en ville dans le cadre du lancement de l'exposition Des glaciers et des hommes qui débute aujourd'hui. Chamonix prête à Bécomo ses documents audiovisuels sur l'histoire des glaciers, dont des photos d'époque, mais aussi des blocs de glace, des arbres fossilisés et même les débris d'un avion qui s'est écrasé dans les Alpes en 1960. La saison du Jardin des glaciers commence aussi aujourd'hui. Le site touristique se veut de plus en plus à vocation scientifique. À preuve, un glaciologue de renommée mondiale viendra y donner une conférence prochainement. Voici ce qu'a préparé André Normando. Des glaciers et des hommes, voilà le titre de l'exposition concoctée entre autres par le glaciologue français Luc Moreau. Il y a eu des grandes variations de volume de glace sur Terre. Il a été marqué par ce qu'il a vu à Bécomo. Donc ici, en fait, on peut voir des morphologies qui ont été taillées sous le glacier pendant des dizaines de milliers d'années et 20 à 30 fois. Et on a des formes ici uniques, énormes, gigantesques, à côté de nos petites formes que l'on a dans les Alpes. Donc dans les bulles, il y a de l'air qui a 200 ans. Le Jardin des glaciers veut se tourner de plus en plus vers un volet scientifique au cours des prochaines années. On a connu le Jardin des glaciers comme une attraction touristique, mais à la base, on veut que ça devienne un centre de sciences, donc un endroit où on va acquérir des connaissances et on va transmettre ces connaissances-là à la population de Bécomo et du Québec, parce qu'on a beaucoup de groupes qui viennent de l'extérieur, transmettre ces connaissances-là aux étudiants. Donc de plus en plus, le Jardin des glaciers va prendre une vocation centre de sciences pour assurer sa pérennité là, à travers des années. La visite du glaciologue Luc Moreau et de son exposition n'est qu'un commencement. La liste des ambassadeurs du Jardin des glaciers s'allongera et permettra une meilleure visibilité du site. Ça fait reconnaître nos sites exceptionnels. C'est bon d'avoir des gens d'autres pays, des spécialistes mondiaux qui fréquentent tous les pays, tous les glaciers du monde, et qui viennent nous dire, les cannelures glaciaires que vous avez chez vous, c'est vraiment exceptionnel, c'est d'une amplitude vraiment grandiose, ainsi que la vallée des coquillages. André Normando, TVA Nouvelles, Bécomo. À la veille de la longue fin de semaine de la fête nationale, la Sûreté du Québec avise les automobilistes que ces interventions en sécurité routière seront nombreuses, particulièrement concernant les excès de vitesse, le port de la ceinture, le cellulaire au volant et la conduite avec les facultés affaiblies. Les policiers affirment qu'ils seront présents tant sur les routes que sur les sentiers et aussi sur les plans d'eau. À Bécomo, lancement officiel aujourd'hui du numéro 2012 de la revue d'histoire de la Côte-Nord. En manchette dans cette revue, qui existe depuis 23 ans, des articles sur la toile de Thibas-Saint-Onge, qui a donné son nom au mont Thibas, la station de ski, l'ermite Michel Aymon, qui vivait à la pointe Mistassini, et le naufrage d'une goélette à Natashquan. La revue d'histoire de la Côte-Nord est tirée à 1000 exemplaires et disponible un peu partout. Il s'agit d'une collaboration entre la Société historique de la Côte-Nord à Bécomo et de la Société historique du Golfe à Sept-Îles.
Le tournoi de golf Michel Ouellette est de retour cette année, le vendredi 6 juillet, au club de golf Les Saules de Rimouski. Il s'agira de la 5e édition. On avait fait relâche l'été dernier. Le tournoi est au profit de la Fondation Pierre Ouellette qui remet les sommes recueillies à l'Auberge du Cœur Le Transit, le hockey mineur de Rimouski, Joannie Caron, la cycliste rimousquoise de niveau international, et la nouvelle équipe féminine collégiale. Véronique se trouve exceptionnellement à l'intérieur aujourd'hui pour des raisons de sécurité parce que, Véronique, on a connu il y a quelques minutes là, de violents orages. Oui, exactement. Vous êtes bon, vous me gardez au sec, au chaud. J'apprécie énormément. Et c'est vrai, Daniel, aujourd'hui, on prévoyait des averses, des risques d'orage sur plusieurs secteurs de l'Est du Québec. Ça s'est concrétisé au cours de la dernière heure, du moins sur Rimouski. Potentiel d'orage qui va demeurer encore pour quelques heures, les averses aussi. Et ce temps gris qui s'est installé est là pour durer, du moins on en a pour quelques jours. Alors vraiment, il fallait profiter du beau temps qu'on a eu. C'est un petit peu dommage, je sais qu'il y a plusieurs élèves qui tombent en congé, en vacances avec le congé des classes. Alors il va falloir être patient avant le retour du soleil. Si on regarde pour ce soir et l'année prochaine sur les secteurs de la Rive-Sud, ce sera généralement nuageux, des possibilités d'averses, de bonnes averses pour ce qui est de Sainte-Anne-des-Monts. Minimum de 14 et 15 degrés. Pour les secteurs de la Côte-Nord, des possibilités d'averses pour Forestville et Bécomo. Un 5 à 10 mm d'eau pour Port-Cartier, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre. Ça va tomber sous forme d'averses. Averses aussi pour Fermont. Minimum de 9 à 14 degrés. Et demain, samedi, on débute le week-end avec la grisaille. On conserve un bon couvert nuageux. Possibilité d'averses sur Rimouski, Montjoli, Matane, Amqui. Un 10 à 15 mm d'eau pour Sainte-Anne-des-Monts. C'est plus frais aussi avec le passage de ce front froid à des maximums de 16 et 17 degrés. Et si on traverse sur la Côte-Nord, le parapluie sera aussi bien utile. Un 40 à 60 de probabilité d'averses pour Forestville et Bécomo. De bonnes averses, 10 à 15 mm d'eau pour Port-Cartier, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre. Ce sera généralement nuageux pour Fermont, des maximums de 13 à 17 degrés. Et comme je vous le disais, Daniel, si on regarde à plus long terme, les modèles météo s'entendent, c'est le temps gris qui demeure pour quelques jours, pratiquement jusqu'à jeudi prochain. On espère que ça va se changer et que les systèmes là, vont se tasser un petit peu plus vite que prévu. Bon, alors, marcher sous la pluie ou se trouver des activités intérieures. Exactement. Merci beaucoup, Véronique. Au revoir. À 13h30, c'est l'émission La vie chez nous avec Éric Barrette. Il sera question aujourd'hui de la prochaine édition du tournoi de golf bénéfice de la Fondation Michel Ouellette. Aussi, la coopérative Paradis de Rimouski prépare une vente de garage. On fait le point sur la relocalisation aussi de l'organisme au centre-ville. Je vous souhaite un bel après-midi. On se retrouve à 18h.